Alors bonsoir à tous. Nous allons faire la dernière séance de cette série sur la formation hiérarchique des galaxies. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'évolution de la matière noire. Alors, les grandes lignes de l'exposé seront d'abord de savoir au début quel est le comportement de la matière noire. On sait qu'elle commence à s'effondrer bien avant la matière ordinaire qui, elle, est en train de faire des oscillations acoustiques avec les photons. On s'intéressera ensuite à l'évolution à partir du début de la formation. On sait qu'elle est très très hiérarchique, un petit peu comme cet arbre de fusion ici, où un halo est formé par un grand nombre de petits halos par fusion. On regardera un peu la vitesse de progression entre les plus petites masses de halos qui sont juste la masse de la Terre, c'est très petit. Et puis on regardera, une fois que les baryons sont tombés dans la matière noire, quelle est l'influence des baryons. On sait que ça va provoquer une concentration, ça va aussi changer la forme à 3 dimensions de la matière noire. Et on regardera les amas de galaxies, les halos massifs et la connexion entre les galaxies, la matière ordinaire et la matière noire. Alors déjà, au début de l'univers, lorsque on est au découplage entre les photons et les baryons, c'est-à-dire à la recombinaison de l'univers devient neutre, la matière noire domine déjà. Elle domine depuis même l'équivalence entre matière et rayonnement, qui est à peu près 30 000 années, jusqu'à 10 milliards d'années, car aujourd'hui, on sait qu'on est dominé par l'énergie noire, 70%, et la matière, 30%, et que c'est environ, il y a 4 milliards d'années, que cette domination de l'énergie noire est survenue. Alors on voit ici que le rayon de l'univers qu'on appelle A de T, une quantité sans dimension qu'on convient être égale à A égale 1 aujourd'hui, donc 10-6 autrefois, lorsque le redshift était très grand. Cette évolution du rayon de l'univers, elle est égale à la constante de Hubble et qui dépend de la densité ρ de l'univers. Alors, cette densité, on la décompose en plusieurs composantes, comme vous voyez là, et avec des oméga qui sont des quantités sans dimension, divisées par la densité critique, et on sait qu'on a une composante de matière qui décroît avec l'expansion de l'univers comme A cube, puisque c'est un volume, A étant le rayon de l'univers. Là, le rayonnement qui domine à cette époque encore, il décroît comme A4, puisque vous avez l'énergie du photon qui décroît aussi. Et puis oméga lambda qui est une constante, donc il ne dépend pas de A. Et c'est pourquoi, une fois que A est très grand, tout ça va tomber. Vous n'avez plus que oméga lambda, c'était une constante. Et donc, le rayon de l'univers va croître exponentiellement. On sait que dans un certain temps, on aura un univers de 2 cithères qui croît exponentiellement. Par contre, dans la période radiative, au tout début, on avait le rayon de l'univers qui croît comme la racine carrée du temps, et dans la période de matière, les 2 tiers. Donc, c'est une croissance faible, et puis ensuite qui devient exponentielle. Et donc, on sait qu'au début, la matière noire domine. Alors, on peut représenter aussi par ce schéma la densité en fonction du temps. Alors ça, c'est le temps où c'est petit a. Petit a, c'est 1 sur 1 plus z, le rayon de l'univers. Et le redshift 0 est ici, donc c'est aujourd'hui, le Big Bang étant ici, et le temps s'écoulant de gauche vers la droite. Alors vous voyez qu'au départ, on est dominé par le rayonnement qui empêche toutes les structures qui sont à l'intérieur de son horizon de s'effondrer, parce que le rayonnement crée une pression qui compense la qualité. Et puis, lorsque la matière domine, alors à ce moment-là, la matière noire qui est en bleu, alors on prend le modèle standard de matière noire froide, le CDM, Cold Dark Matter. Donc cette matière noire, elle va évoluer et se concentrer. C'est-à-dire que les petites fluctuations de densité vont augmenter, on sait qu'elles augmentent comme une puissance de A, le rayon de l'univers, donc ça va augmenter et devenir non linéaire aujourd'hui, donc on a des structures. Par contre, s'il n'y avait pas de matière noire, on sait que les photons qui sont en rouge avec les baryons, la matière ordinaire qui est en vert, ils sont en équilibre entre pression du rayonnement et puis la gravité, et donc ils sont en oscillation acoustique. Ils ne s'effondrent pas, et tout ceci veut dire qu'on commencerait à s'effondrer pour les baryons seulement lorsque l'expansion est telle qu'on a refroidi l'univers,
il est descendu en dessous de 3000 degrés, donc la matière s'est recombinée. Et donc lorsqu'on a la matière neutre, l'hydrogène neutre, on découple des photons, c'est seulement le plasma, les électrons, protons qui sont couplés, donc la matière neutre, et on partirait d'ici, donc on pourrait seulement évoluer comme ceci, donc on n'aurait pas de structure, on n'aurait pas de galaxies. Donc on a des galaxies parce que la matière noire a déjà formé des puits de potentiel, donc des galaxies noires, et puis les baryons tombent dans ces puits de potentiel et forment les galaxies. Donc on en conclut que la matière noire est complètement essentielle pour former les structures et pour former les galaxies par ce schéma. Alors il y a aussi cette petite simulation qu'on a déjà vue, mais enfin, c'est toujours intéressant de voir comment se passe le découplage entre les photons et le gaz. Le gaz est en bleu, les photons en rouge, les neutrinos aussi sont disparus. Alors vous voyez que la matière noire, au départ, donc si on attend une autre movie, ici on a un effondrement d'une fluctuation de matière noire, on voit que les photons sont couplés et puis ensuite ils se découplent. Et donc, il y a une oscillation baryonique qui reste gelée. Et puis, évidemment, par sa gravité, elle attire aussi la matière noire. Ils vont avoir cette oscillation baryonique qui va être gelée. Et comme vous le savez, on la mesure, cette oscillation baryonique, qu'on appelle BAO, Baryonic Acoustic Oscillation, et ça nous donne finalement une règle pour avoir la loi d'expansion de l'univers. Et donc, tous les paramètres cosmologiques sont obtenus de là. Donc, que sait-on de ces fluctuations initiales qui donnent les puits de potentiel de matière noire? Et bien, tout cela est contenu dans l'image que l'on a, la dernière surface de diffusion que l'on a avec le satellite Planck, et puis auparavant on avait WMAP par exemple. Donc on a ici tout le ciel vu par le fond cosmologique, c'est-à-dire le fond de rayonnement fossile du Big Bang. Ici, on voit le plus chaud, le plus froid, et on sait qu'on a pu avoir une loi de puissance de ces fluctuations. Alors, si K, c'est le nombre d'ondes, c'est-à-dire 2π sur lambda, c'est l'inverse de la longueur d'onde, l'inverse de la taille, on sait que cette image nous a donné une loi de puissance qui est en K puissance n, n égale à 1, pratiquement 1. Mais évidemment, lorsqu'on le porte ici en fonction de K, ici vous avez les petites échelles et les grandes échelles. Ce P de K, il est ici, P de K en proportionnel à K, mais ici on a une retombée qui vient du fait que ces échelles-là étaient piégées, empêchées de se concentrer parce qu'elles étaient à l'intérieur de l'horizon. Donc les photons créent une pression qui empêchait de se développer ces fluctuations. Donc elles sont en retard par rapport aux fluctuations qui étaient plus grandes que l'horizon et qui pouvaient se développer. Donc cette partie-là, elle est observée, cette partie-là, et ici on a tracé plusieurs valeurs de la densité de baryons, mais c'est la rouge qui est la nôtre. Aujourd'hui, on a pu la mesurer précisément. Donc on connaît les fluctuations initiales, la loi de puissance de ces fluctuations initiales en fonction de leur taille. Alors que va-t-il se passer lorsqu'on a une fluctuation à un moment donné en fonction du temps? On peut voir que la densité moyenne de l'univers, donc le rayon moyen de l'univers va croître ici. Ça, c'est le flot de Hubble, c'est l'expansion de l'univers. Et puis, si dans un petit endroit donné, on a une densité un peu supérieure, eh bien, il va tendre à se concentrer, s'effondrer sur lui-même par sa propre gravité et se découpler de l'expansion. Il va devenir cette courbe rouge ou jaune, ou ça dépend de la taille de la fluctuation, mais on peut ensuite retomber un petit peu comme un big crunch local. Si la densité est supérieure à la densité critique à ce moment-là, la moyenne de l'univers n'est pas la densité critique, donc continue en expansion. Par contre, là, on a un petit big crunch local parce qu'on a une densité supérieure à la densité critique et ça va se virialiser, donc osciller ici. On peut, à la limite, avoir un petit peu le comportement de cette fluctuation au début quand c'est un peu linéaire, mais quand c'est complètement non linéaire, il faut faire une simulation, on ne peut pas le prédire, mais on peut aussi représenter cette densité en fonction du temps. Alors le temps ou bien le rayon de l'univers, c'est un proxy, c'est la même chose. Et remarquez que toute cette oscillation-là, c'est le début de la virialisation. Virialisation, ça veut dire qu'on va être en équilibre du viriel, où on a 2 fois l'énergie cinétique égale à l'énergie potentielle. Et à ce moment-là, les structures sont stables, elles sont virialisées. Pourquoi? Parce que la matière noire n'a pas de dissipation, donc on ne va pas se fragmenter plus. Elle est à l'équilibre du viriel, à l'équilibre gravitationnel entre énergie cinétique des particules et gravité. Alors on savait qu'on a fait beaucoup de calculs sur
sur cette condensation, on savait que pour se découpler de l'expansion, il fallait que la densité de la fluctuation ici soit au niveau de sa virialisation 180 fois la densité moyenne de l'univers. Aujourd'hui, on sait depuis 1998 qu'il y a une constante cosmologique, donc on est dans le modèle lambda CDM, et cette constante c'est 340. Mais enfin, c'est pas bien grave, c'est entre 200 et 300, le chiffre importe peu. Mais on sait, ça c'est très intéressant, c'est que si vous formez une structure très tôt dans l'univers, vous voyez que sa densité va être bien plus dense, plus grande, que si vous formez une structure plus tard dans l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers est en expansion et que la densité de l'univers va varier en fonction du temps. Donc si vous formez une structure aujourd'hui, elle sera beaucoup moins dense qu'autrefois. Pour ça, on va s'en servir pour reconnaître les structures. Alors, par exemple, voici une simulation cosmologique de Redshift 6 de 1,0 et on voit qu'on a une grande gamme d'échelles entre 100 mégaparsecs, 40, 15 et on voit qu'en effet comment les halos se virialisent. Vous voyez ici on a des filaments qui s'effondrent progressivement et puis lorsque on a pris une couleur un peu bleue, mais enfin peu importe, hein, c'est juste la palette, mais on voit que ça commence à s'arrondir et à former une structure qui sera liée gravitationnellement. On peut aussi faire des zooms un peu plus grands, 40, 15, 5, 0,5 mégaparsec. Vous voyez que là, on a une structure un petit peu comme le halo noir de notre propre galaxie, avec des petits compagnons. Évidemment, on a des tas de petites structures de sous-halos. On a toute une gamme de masses de sous-halos. Ils ne sont pas tout seuls. Il n'y a pas un seul halo, mais il y a plein de petits mini-halos. Et on va essayer de savoir justement quelle est la plus petite taille qu'on va retrouver à z égale 0, etc. Donc, vous voyez un petit peu l'aspect un peu analytique et puis un petit peu de simulation numérique qui va nous renseigner sur l'effondrement de ces matières noires. Alors, ces simulations, il y en a énormément qui ont été faites, notamment celles du millénium dans les années 2000, qui sont quand même, si on a une grande gamme d'échelles avec une bonne résolution, prennent énormément de millions d'heures de CPU, donc c'est quand même quelque chose qui est ensuite mis à disposition de tous les astronomes pour tirer des résultats. Hein. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, qui est quand même assez gros et qui, en fait, tout le monde est un petit peu d'accord avec la physique de la matière noire parce qu'il n'y a que la gravité. On va voir que ce qui est beaucoup plus difficile et qui requiert encore plus d'heures de calcul, c'est les simulations avec les baryons, avec l'hydrodynamique des baryons, etc. Parce que là, il y a des formations d'étoiles, des feedbacks, et là, il y a plein de paramètres qu'on peut varier. Mais pour la matière noire seule, hein, on appellera le millénium, c'était la matière noire seule, eh bien, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord, il n'y a que la résolution qui varie. Donc, en 1997, un papier qui ressortait de cette simulation de Nabarro-Frankenwhite a montré qu'il y avait, pour chaque halo, une densité pratiquement universelle qui pouvait s'écrire comme une densité à un certain rayon, RS, et puis quelque chose qui varie comme 1 sur R. Lorsque R est petit, vous voyez, lorsque R est petit, on peut négliger ceci, donc on a 1 sur R. Et lorsque R est grand, à ce moment-là, ça fait R3, puisqu'on a R2 et R3. Donc c'est une loi de puissance, un petit peu comme il est représenté ici. Le log de la densité a une loi en 1 sur R au début, et puis ensuite 1 sur R3 à la fin. Et donc, entre les deux, on a ce rayon RS qui est la transition de ces deux, et puis le rayon de Viriel est bien plus grand, à peu près ici. Ce qu'on voit aussi sur cette figure, c'est que les petits halos de masse plus petite, qui sont ici, ont une densité plus grande. Plus votre halo est petit, plus il va se former très tôt, parce qu'en fait, on est dans un schéma hiérarchique de bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme d'abord les petites structures, puis les plus grandes. Par exemple, les galaxies se forment plus tard, lorsqu'on a d'abord des mini-halos, des gros halos, et les amas de galaxies, à z égale 2, c'est les plus gros halos, se forment plus tard. Donc les structures qui se forment au début sont les petites, et donc elles sont plus denses, puisqu'elles se forment lorsque l'univers avait une densité plus dense. Donc on retrouve ce schéma, et ça c'est quelque chose qui va nous servir. Par contre, évidemment, il va y avoir des fusions de plusieurs galaxies, et ces fusions vont tendre à faire décroître la concentration. Alors, cette loi NFW, le nom des 3 auteurs de cette loi universelle, hein, en 1 sur R3, en 1 sur R, elle est un gros problème pour la théorie standard de matière noire, puisque ce qu'on observe dans les galaxies
ce n'est pas quelque chose qui monte très profondément comme 1 sur R. On appelle cette loi en 1 sur R une cusp ou une cuspide en français, parce que c'est quelque chose qui, normalement, si vous faites tendre R vers 0, tend vers l'infini. Donc vous avez un pic de densité au centre. Et ce qu'on observe dans les galaxies, comme la nôtre, ou d'autres galaxies un peu plus naines d'ailleurs, puisque les galaxies naines sont dominées par la matière noire, donc on remarque que la matière noire est plutôt un plateau. C'est-à-dire qu'on a un cœur, plutôt qu'un cuspide, on a un cœur. Et donc ça ne correspond pas à la réalité, mais il faut quelque chose qui va transformer le cuspide en cœur. On pense que peut-être ça va être l'introduction des baryons qui vont, avec les feedbacks, aplatir la loi de densité. Mais pour l'instant, on n'a que la matière noire ici. Alors vous voyez qu'on a cette loi universelle, mais pour différentes masses. En rouge, c'est les galaxies naines, on a des petites masses, puis ensuite les galaxies en vert, et les amas de galaxies, les plus gros, en bleu. Donc tout ça, c'est des points qui sortaient des simulations un peu ultérieures, en 2004. Et il comparait avec d'autres simulations d'auteurs un peu en compétition ici, qui étaient encore plus pentues. C'est-à-dire au lieu d'avoir un 1 sur R, ils avaient un R 1.5, donc un peu plus pentu, on le voit bien là ici. Et il prétendait qu'on tendait peut-être vers un cœur, mais en fait ça ne correspond pas du tout aux observations. Donc il y a encore ce problème qui n'est pas complètement résolu aujourd'hui de la prédiction du modèle standard en une cuspide qui ne correspond pas à ce qu'on observe. De cette relation-là, on peut d'ailleurs tirer la courbe de rotation, puisqu'on a la densité, on a le potentiel gravitationnel, donc on a les courbes de rotation. Alors comme c'est en log-log, ça a un aspect un petit peu différent de ce qu'on observe en général, mais ce qu'on voit, c'est que ce soit pour une galaxie naine, une galaxie ou un amas de galaxies, on a un pic et puis ça redescend. On n'a pas de courbe de rotation plate. Ce qu'on observe aussi, c'est une courbe de rotation plate, et il faut rajouter les baryons, la matière ordinaire, pour l'avoir. On a souvent parlé de conspiration, parce qu'en fait, avec une courbe comme ceci, avec des rayons caractéristiques différents, on arrivait toujours à une courbe de rotation plate. Disons, il fallait trouver la matière noire qui complète les baryons, de manière à ce que la courbe de rotation soit plate. C'est ce qu'on appelle la conspiration entre les deux. Pour donner des ordres de grandeur, le rayon où la vitesse de rotation serait maximum, c'est à peu près 2 fois le RS, et puis la vitesse maximum 20% au-dessus de la vitesse du viriel. On peut donc calculer analytiquement toutes ces vitesses. Alors, cette caractéristique qui est un petit peu universelle, toutes les halos de matière noire ont une caractéristique universelle, ça donne envie d'avoir une approche semi-analytique, c'est-à-dire on va se servir des simulations numériques telles le Millennium, qui ont pris des millions de CPU, et puis on va essayer de décrire un petit peu l'histoire d'un halo, par exemple un halo qui est aujourd'hui de 4 puissance 14, c'est plutôt un groupe de galaxies. Regardez quels sont les progéniteurs, c'est-à-dire les parents ici. Écoutez, un arbre généalogique de l'individu qui est ici. Alors ici, on a même, à chaque instant, on a le rayon RS et le rayon du viriel, c'est-à-dire la concentration. On voit ici, alors on prend en général le progéniteur le plus massif pour savoir ce qu'il devient et avoir le progéniteur. Il y en a un grand nombre, hein, comme vous pouvez le voir, et on essaie d'avoir ce qu'on appelle arbre de fusion, et ainsi on pourra mettre les baryons à la main avec des recettes en disant, bon, à chaque masse de halo, il devrait y avoir tant de masse de gaz, plus le degré de formation d'étoiles, plus un feedback, et on pourrait peut-être prédire les observations aujourd'hui avec ces modèles semi-analytiques. Donc on verra tout à l'heure le séminaire qui nous parlera de ces simulations. Alors sachant que la densité donc, de tous ces halos est toujours proportionnelle à la densité en 1 plus z cube, z étant le redshift de formation. Alors avec les simulations numériques, on a pu aussi regarder, avec ces progéniteurs, etc., à quelle vitesse variait un halo, comment on accrétait la masse, que ce soit par les filaments cosmiques ou par les fusions. Et voici un peu 2 courbes, il y en a des milliers évidemment, pour une groupe ou un amas. Ici, on part de la masse à peu près 0 et on voit qu'on a une croissance rapide, et puis ensuite, presque asymptotiquement, vers une croissance assez lente vers un maximum, ici pour une galaxie,
Et les auteurs, ici Risa Bechler et al., ont proposé une relation, la courbe rouge ici, qui semble aller être universelle pour un peu tous les halos. Là, c'est la masse en fonction de A étant toujours le temps, un proxy du temps, le rayon de l'univers, et puis une masse 0 à l'instant où on le regarde, avec une exponentielle de alpha z, le redshift. Donc ici, on a le alpha qui dépend évidemment de la masse de la galaxie, du halo, et la concentration, etc. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut proclamer qu'il y a, le halo est terminé, si vous voulez, il s'est complètement formé. Ben, il faut trouver un point, parce que ça ne va jamais tendre vers une constante vraiment. Donc on prend un seuil, et lorsque la pente ici, la dérivée de log de m par log de a ici, est inférieure à une petite grandeur, un seuil ici, on va dire qu'on s'arrête, et ça va nous donner le redshift de formation. On va l'appeler A ou Z, A formation ou Z formation, et ça va être alpha sur S, puisque c'est en fonction de ceci. Alors évidemment, ça c'est à l'instant 0, on le regarde, on va le normaliser à la concentration 0. Alors un halo qui se formerait aujourd'hui est très peu concentré, il a une concentration de 4. On va essayer de le normaliser à cette concentration. Alors quand on regarde un petit peu tous les halos qui ont été vus dans une simulation comme le Millennium, on s'aperçoit qu'en effet, en fonction de le moment de la formation, vous voyez, si on forme très tôt, on a une grande concentration. C'est ce qu'on disait, les petits halos qui se forment au début sont très concentrés. Donc c'est tous les bleus que l'on voit. Et puis quand même, la concentration diminue, c'est tous les points rouges, si on a des fusions. Alors les fusions entre deux halos, ça a beau être sans dissipation, puisqu'il n'y a pas de rayonnement de la matière noire, donc ça ne dissipe pas, mais on peut échanger de l'énergie entre les particules et puis diluer un peu la concentration. Donc ça, à chaque fusion majeure, on peut déconcentrer l'ensemble. Ici, on voit en fonction, si on normalise à l'instant 0, on regarde. Si on regarde à z égale 0, on a toute cette concentration, un peu comme ici. Et puis, si on regarde à z égale 1, évidemment, les halos se sont formés beaucoup plus récemment, puisqu'on prend une période plus reculée. Et puis, à z égale 2, ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit ici, c'est des masses croissantes, des puissances 12, 3, des puissances 12, des puissances 13, des puissances 15. Et on voit qu'à plus grande masse, on va être beaucoup moins concentré, du fait que les plus grandes masses se forment plus tard par des fusions et des fusions qui diluent la concentration. Donc on peut maintenant, avec toutes ces constatations, et en se basant sur les simulations numériques de matière noire, répondre à ces questions. Quel est le taux d'accrétion de masse de chaque halo, son évolution dans le temps? On sait qu'il y a donc cette première période où on croît relativement vite, et puis une période de plus lente, et le processus se ralentit énormément pour les gros trous noirs, les gros halos noirs, pardon. Les gros halos noirs, on sait que c'est très lent, les amas de galaxies aujourd'hui, et c'est très peu concentré. Alors certains ont aussi essayé de voir quelle était, par exemple Zhao et al., était la dépendance de ces résultats en fonction des modèles cosmologiques. Par exemple, un modèle cosmologique qui n'aurait pas de lambda, c'est donc un modèle, ce qu'on appelle scale-free, donc une loi de puissance. On voit ce qu'on fait varier, par exemple, c'est la puissance n de la spectre de puissance des fluctuations. On sait qu'on est proche de n égale 1, mais on peut regarder un petit peu ce que ça donne, 1, 0 ou moins 1, moins 2. Par exemple, moins 2, ça veut dire que les plus fortes, c'est les petits cas, c'est-à-dire les grandes tailles. Les grandes tailles, on voit bien qu'en vert, là, ce qui est moins 2, ça va former des grandes masses, et ainsi de suite. Donc on a l'évolution de ces modèles en fonction de modèles cosmologiques, aussi d'autres variables, par exemple le lambda CDM, on peut avoir aussi un univers ouvert, et on a quelque chose qui est assez différent d'un modèle fermé, mais disons plat et fermé, alors qu'ici ce serait une courbure positive, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le taux d'accrétion évidemment dépend de beaucoup de paramètres, des paramètres cosmologiques, du redshift, et puis du redshift de formation, et puis de la loi de puissance des fluctuations cosmologiques. Alors il a été essayé de renormaliser tout ça pour avoir quelque chose d'universel toujours, de manière à pouvoir faire des calculs semi-analytiques. Alors c'est possible,
on peut renormaliser, envoyer tous les paramètres cosmologiques qui sont la quantité de matière, la quantité d'énergie noire, le spectre de fluctuation, vous avez aussi la masse considérée, le redshift de formation, etc. Et lorsque on prend des quantités qui essaient de les rejoindre, les normaliser, il est possible de trouver des lois, ici y égale x sur 5,8,5, pareil un petit peu pour les deux autres. Donc on peut renormaliser et on peut surtout universaliser. C'est le succès qu'avait eu Zhao et al. Par exemple, et d'autres. Ici on voit que les prédictions sont les courbes et on voit que les points des simulations cosmologiques matière noire correspondent bien à ce qui est prédit, donc que ce soit la croissance de la masse, la densité, etc. Donc un petit peu la même idée que le profil universel de Navarro-Franklin-White, mais avec la croissance des halos. Alors, il a été constaté que finalement, il est difficile de remonter à la vraie formation du halo, puisqu'il est formé de plusieurs sous-halos qui fusionnent, etc. Mais on peut convenir que la concentration du halo est liée uniquement à la densité de l'univers quand le halo avait 4% de la masse. C'est-à-dire qu'on tient compte de la masse qu'il a aujourd'hui et combien de temps et de fusion il a fallu pour former cette masse. Donc il y a ce fameux 4% qui arrive. Alors si on regarde un petit peu les simulations NCORE qu'on fait par exemple chez Yama, on va essayer de voir quelle est la gamme de masse de halos possible, et on voit que ça dépend du modèle cosmologique et même de la nature de la matière noire. La nature de la matière noire, comme vous savez, dans le modèle standard, jusqu'à très récemment, on avait ce qu'on appelait le WIMP, c'est-à-dire que le meilleur candidat pour cette matière noire, c'était le neutralino, qui était la particule supersymétrique la plus stable. Et en fait, ces particules de matière noire, elles sont neutres, elles ne sont pas chargées, et elles sont leurs propres antiparticules. Donc, au début de l'univers, elles vont s'annihiler grandement, et puis lorsque l'univers est en expansion, la densité va tomber énormément. Il arrive un moment où elle ne s'annihile plus. Et ce qu'on observe aujourd'hui, les 25% de matière noire, c'est la densité relique. Cette densité relique, il faut qu'elle soit exactement égale à 25% aujourd'hui. Et pour cela, le neutralino devait avoir 100 fois la masse du proton. Le proton, en gros, c'est 1 gigaélectronvolt. Donc on devait avoir cette masse de matière noire qu'on recherche encore dans les souterrains par détection directe. Et c'est environ ça, sinon on n'avait pas la bonne densité relique. Donc cette masse-là, elle rentre dans la catégorie de matière noire froide, c'est-à-dire que la pression au début, lorsqu'il y a un découplage, est très petite, la particule n'est pas relativiste, et donc on peut avoir des mini-halos qui sont aussi petits que la masse de la Terre. C'est à peu près 3,10-6 de la masse du Soleil. Si vous n'aviez pas de limite, alors ici le calcul a été fait pour plusieurs de ces masses. Par exemple, si vous avez une neutrino stérile, qui est la matière noire tiède, qui peut encore correspondre à l'observation, à ce moment-là, vous avez des particules qui sont un petit peu relativistes moyennement au départ, et donc qui ont une certaine pression qui empêche la formation des petites structures. Donc vous n'auriez pas exactement la même masse limite. Et c'est ce qui se voit ici, par exemple, la concentration des halos. Ici, on a deux modèles qui sont de la matière noire CDM normale, et puis vous voyez que la concentration des halos n'est plus la même. On a presque des cœurs, en fait, lorsqu'on a des matières noires un peu chaudes, qui ont ces espèces qu'on appelle free streaming, c'est-à-dire des particules qui font une pression et qui, par leur vitesse, empêchent la formation des petites structures. Donc, dans le cadre standard, donc, de CDM, on a des particules, des mini-halos, qui peuvent être de la masse de la Terre. Alors, pourquoi c'est intéressant? Beaucoup de gens se sont intéressés à cette granularité de la matière noire. Pourquoi? Parce que le but était de détecter de façon indirecte cette matière noire. En effet, comme on vient de le dire, l'univers a une densité trop faible pour que l'annihilation puisse se produire. Par contre, si vous avez des grumeaux, même le Soleil, par exemple, à l'intérieur d'une étoile, on peut penser que la matière noire va se concentrer par la gravité du Soleil. Et donc vous aurez un taux d'annihilation qui va redevenir non nul, parce que le taux d'annihilation est proportionnel à la densité au carré. Donc normalement, dans tout l'univers en moyenne,
la particule de matière noire ne s'annihile pas, mais elle peut s'annihiler dans des petites régions qui sont très denses. Alors notamment, si vous avez des mini-halos de la masse terrestre, vous pourriez peut-être avoir beaucoup plus d'annihilation que si tout était lisse et homogène, où la densité n va tomber en dessous du seuil. Donc il était prévu que peut-être, si on avait une grande granularité avec des tas de petits halos, on pourrait détecter les rayons gamma, l'énergie qui vient de l'annihilation des particules de matière noire. Alors les calculs ont été faits, par exemple ici récemment, en fonction de la taille des mini-halos, de leur vitesse, etc. Ça, c'est un histogramme de la fonction. Alors, il y a des simulations qu'on appelle DMO, c'est-à-dire Dark Matter Only, uniquement matière noire, et puis en noir ici, et puis des simulations avec les baryons, avec l'hydrodynamique du gaz, qui est en vert. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et en effet, les mini-halos seront plus concentrés si vous avez des baryons qui les aident à se concentrer. Si vous avez des baryons qui tombent dans les mini-halos, ils vont produire une concentration supplémentaire et vous pourriez peut-être avoir plus de luminosité. Alors ici est prédite la luminosité en fonction du rayon. Alors tout ce qui est en vert, c'est des simulations avec des baryons, et tout ce qui est en noir, c'est matière noire seulement. Alors vous voyez que la luminosité est plus forte lorsque vous avez des baryons, parce que les baryons produisent une concentration plus grande à cause de leur gravité. Mais vous avez aussi deux choses, les traits gras et les traits fins. Alors les traits fins, ce sont les mini-halos, et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, ces mini-halos ne dominent pas du tout la luminosité d'annihilation. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie des mini-halos qui se détruisent par effet de marée dans le grand halo. Et c'est ça qu'on voit. Alors on voit aussi ce qui est avec baryon et sans baryon, hein. On voit que c'est le contraire ici. Et finalement, ce qui domine dans le signal d'annihilation prédit, c'est ce qui est au centre de la galaxie. Alors par exemple, la vision que l'on peut se faire à partir du Soleil, hein, ici c'est la couleur, c'est le flux reçu de particules gamma, qui c'est l'annihilation de ces particules de matière noire. Et vous voyez ici le centre de la galaxie, avec des simulations avec baryon et matière noire seule. On voit que les mini-halos sont plus présents parce qu'en effet, avec des baryons, ils vont être détruits par interaction de marée vu que la concentration est plus grande avec les baryons. Donc, vous voyez, même le centre, il est plus fort ici. Et finalement, on en conclut que si on veut détecter cette détection indirecte de la matière noire par les rayons gamma, c'est plutôt au centre de la galaxie qu'il faut aller voir et non pas par les petits mini-halos qu'on peut avoir partout. Donc ça, c'était quelque chose, il y avait un grand débat là-dessus, et bon, peut-être qu'il n'est pas complètement terminé, mais il semble ici encore une simulation de grande dynamique pour voir tous ces petits halos. Ici, vous avez 150 mégaparsecs, puis des zooms successifs jusqu'à 25 parsecs, de manière à pouvoir avoir ces halos d'une masse terrestre de 3 à 10-6 masses solaires. Donc c'est 30 ordres de grandeur. Et ça permet de, surtout dans le modèle CDM, voir un petit peu si on pourrait détecter ces détections indirectes. Alors vous voyez que les lois de puissance de la densité en fonction du rayon, ça dépend beaucoup de la masse du halo. On a tous ces cuspides ici dépendent de cette masse du halo. Donc ça va rentrer en ligne de compte. Si vous avez une très grande densité au centre, prédite, vous pourriez avoir beaucoup plus d'annihilation. En fait, on ne l'a jamais détecté. Hein. C'est très intéressant de ne pas l'avoir détecté parce que ça élimine une certaine masse de matière noire. Ici, voilà la concentration en fonction des halos. Ici, toutes les couleurs, c'est la masse du halo. On voit bien que les halos les plus massifs sont moins concentrés. Ils sont de plus en plus concentrés. Et puis ensuite, bon, les modèles en pointillés ne représentent pas tout à fait la simulation numérique en couleur. Et puis, vous en avez deux ici, soit vous n'avez pas de cut-off dû à la masse de la particule de matière noire, ou alors vous en avez un qui est justement à la masse de la Terre. Ce cut-off de masse de la Terre, c'est dû à la particule qui a 100 GeV, donc le modèle standard, et on s'attend à ce qu'on s'arrête ici, hein, c'est la masse limite de ce modèle. Bon, vous pouvez prendre une masse encore plus grande et vous aurez un cut-off plus loin, donc vous aurez encore plus de mini-halos
Tout ça, on n'en sait rien. Ici, dans cette simulation-là, ce n'était pas le profil NFW, mais le profil de Einasto que vous voyez là. Bon, c'est une petite variante, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça nous montre un petit peu ce qu'on peut prédire en fonction de la nature de la matière noire. Et ça, c'est intéressant qu'on a quelque chose qui n'est pas complètement universel. On a la quantité de petits halos dépend de la nature de la matière noire. Alors, d'autres simulations de ce phénomène, récemment, en 2023, ont essayé d'utiliser, et ça va beaucoup plus vite, les GPU, enfin, un problème N-core global de matière noire seule. Et vous voyez un petit peu la fraction des mini-halos de masse terrestre, ou pas loin, qui restent liés en fonction du temps. Ici, le rayon de l'univers égale 1, c'est z égale 0, donc aujourd'hui. Vous voyez qu'au départ, on a la fraction est 1, tous les mini-halos sont bien liés, puis progressivement, ils orbitent la Voie lactée, c'est toujours pour la Voie lactée qui nous intéresse, et on voit qu'à chaque passage, ils perdent beaucoup d'énergie, un petit peu comme les comètes qui passent autour du Soleil, qui perdent de la masse. Si on perd de la masse, il y a seulement les halos très 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 concentrés qui vont garder une certaine masse et qui vont être des candidats pour détecter l'annihilation, par exemple. Ici, ça dépend aussi, on le voit bien, de le temps d'accrétion. Si on a commencé très tôt, on va perdre beaucoup plus de masse que si on part plus tard. Et puis, ils ont aussi calculé la luminosité attendue des gammas. Alors, on voit qu'il y a un pic à chaque fois qu'on est compressé au voisinage du péricentre de la Voie lactée. On est compressé et on pourrait détecter un peu plus de rayons gamma. Bon, si on en détecte un petit peu, ce serait dans ces zones-là. Donc la détection, d'après ce travail-là, pourrait être en effet boostée à chaque fois que l'on a de ces petits mini-halos. Donc c'est quand même un avantage par rapport à la matière noire uniformément répartie et homogène. Alors comment on peut, je fais une parenthèse, comment on peut le détecter ici? Eh bien, détection indirecte, c'est deux particules ici X de matière noire qui s'annihilent et qui forment des photons, des neutrinos, des positrons, etc. On connaît la section efficace d'annihilation, c'est la section efficace de l'interaction faible, ce sont des particules qui sont censées interagir uniquement par interaction faible, et les télescopes qui peuvent le détecter, il y avait le télescope satellite Fermi, qui n'a rien du tout détecté et qui a pratiquement éliminé le modèle standard, c'est-à-dire sans GEV. Mais vous avez un instrument qui est en voie de construction au Chili, Cherenkov Telescope. On utilise l'effet de Cherenkov pour que les rayons gamma qui rencontrent l'atmosphère font des rayons UV ensuite. C'est un effet qui transforme les gamma en UV. Le télescope ici détecte les UV qui viennent de là. Et vous voyez qu'il y a trois types de télescopes. Pour la petite énergie, on avait des 23 mètres. Pour une énergie moyenne, vous avez 25 télescopes de 12 mètres. Et puis pour la haute énergie, c'est celle qui nous intéresse ici, vous avez des petits télescopes de 4 mètres, mais vous en avez 70. Et on pourra peut-être aller plus loin, 10 téraélectronvolts, qui est aussi le but de chercher au CERN. Au CERN, on a aussi éliminé les 100 GeV, mais on est en train d'aller au TeV et au-delà du TeV pour voir si peut-être les matières noires, la nature de la matière noire ne serait pas plus grande. Alors ces télescopes de 4 mètres, j'en montre un, puisque le prototype a été fait à l'Observatoire de Paris, donc ça me concerne de très près. Vous ayez le petit télescope de 4 mètres avec son dôme, parce qu'il fallait le protéger. En fait, il ne sera pas protégé au Chili, il n'y avait pas besoin, mais ici, il y avait besoin. Et donc, c'est quelque chose qui a été inauguré en 2015. Et donc, tout ça est porté maintenant au Chili. Alors, il y a aussi une expérience qui a fait couler de l'encre aussi, c'est la détection par la Station spatiale internationale, l'ISS, et son instrument qui s'appelle AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, qui pourrait détecter des positrons. Alors ces positrons, ils viennent d'où? Ils viendraient éventuellement de la matière noire qui a été concentrée dans le Soleil. Donc la densité N serait assez grande pour que ça annihile. Et si ça annihile, ils vont donner des électrons, des protons, des positrons, etc. Et avec le champ magnétique terrestre, là, on a fait des petites simulations et il pourrait y en avoir. Alors, à un moment donné, AMS a détecté des positrons, en effet, mais en fait, ils ne venaient pas du Soleil et ils ne venaient pas de la bonne direction. Mais alors, je montre au passage que dans ce cadre-là, on fait l'hypothèse que les particules de matière noire, qu'on appelle X ici, se dégagent d'abord par des photons qu'on appelle photons noirs. Alors, vous voyez que les
les théoriciens ont une imagination débordante puisqu'il y a aussi les photons noirs. Alors qu'est-ce que c'est que ces photons noirs? Eh bien, c'est un modèle un peu symétrique, comme on a dit que dans le modèle standard de particules élémentaires, il n'y avait aucun candidat à la matière noire, qu'on avait supposé qu'il y avait tout un édifice symétrique, supersymétrique de particules qui pourrait donner un candidat. Eh bien, pourquoi pas imaginer que dans le champ de jauge U de 1, qui vous donne l'électromagnétisme et dont le photon est le boson de jauge, dans le modèle standard, le photon de jauge c'est A, le photon visible, bien vous avez peut-être aussi l'équivalent à l'électromagnétisme noir avec un photon noir. Ça a été postulé. Donc vous voyez que le Soleil émettrait, avec cette annihilation de particules de matière noire, des positrons qui pourraient être détectés par l'AMS. Donc pour l'instant, l'expérience continue, mais pour l'instant, rien n'a été détecté. Donc je reviens à la propriété de mes halos noirs. Alors on a vu qu'il y avait la masse, la concentration, il y a aussi l'âge en fait. On voit dans cette simulation numérique qu'il y a des halos qui sont parfaitement relaxés. On a l'impression qu'ils ont atteint la limite, la stabilité, la sérénité. Ici, il y en a d'autres qui sont en train de fusionner. Ça, c'est typiquement un amas de galaxies comme l'amas de Coma. On sait qu'il y a deux sous-groupes qui sont en train de fusionner. Donc on appelle ça âge dynamique, qui est le fait qu'ils soient dans un environnement assez riche qui retarde leur formation finale. Il y a aussi la forme à 3 dimensions. Alors dans les simulations matière noire pure, on a remarqué que les halos n'étaient pas complètement aplatis, ils avaient une forme un peu triaxiale, 3 axes différents. S'il y avait 2 axes un petit peu égaux, c'était plutôt ce qu'on appelle prolates, c'est-à-dire comme un ballon de rugby. Alors pourquoi ils sont prolates? C'est-à-dire qu'ils viennent de la fusion de 2 sous-halos. Quand vous avez 2 sous-halos, vous avez la vitesse dans cette direction qui va créer une élongation un petit peu, et donc vous avez cette forme prolate. Alors ce qu'on a remarqué statistiquement, c'est que le rapport d'axe est encore plus petit, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus aplatis que les galaxies elliptiques même du Sloan Survey. Les galaxies elliptiques, elles peuvent être aplaties jusqu'à un E7, c'est le 0,7, et ici on a quelque chose qui est très aplati, ce qui est relativement surprenant. Alors je rappelle ce qu'on appelle oblates, prolates. Ce sont des sphéroïdes de révolution. On fait une approximation. 2 axes sont plus grands que d'autres. Alors par exemple, les 2 axes égaux seraient les grands axes. À ce moment-là, vous avez quelque chose qui est aplati comme une galette. Et puis, si les 2 axes égaux sont les petits axes, vous avez le ballon de rugby. Donc si B et C sont égaux. Et puis si les 3 axes sont vraiment très différents, vous avez le triaxe. Donc en général, sans baryons, vous étiez plutôt dans ce cas-là. Maintenant, lorsqu'on fait tomber des baryons, c'est-à-dire qu'on a une simulation numérique avec le gaz qui tombe dans la matière noire, à ce moment-là, les baryons créent une concentration supplémentaire et une symétrisation, ça devient plus rond. Et d'autre part, comme le gaz il est dissipatif, il va se mettre à tourner dans un plan, et donc il va symétriser un peu la rotation, on va symétriser, et on va devenir oblate, un petit peu comme une galette. Donc une fois qu'on a fait des simulations hydrodynamiques avec baryons, alors on pourrait se dire, bon, les baryons ce n'est que 17% de la matière. Oui, mais ça se concentre beaucoup, c'est-à-dire qu'au centre des galaxies, comme la Voie lactée, les baryons dominent la matière noire. Donc ça permet d'impliquer une forme à 3D. Alors voilà par exemple une simulation matière noire seule, des M-only. Vous avez quelque chose de prolate, et puis une fois que vous avez le gaz, vous avez quelque chose de rond et qui est plutôt oblat. Ici, vous avez des simulations, un certain nombre de halos qui, en rouge, et avec les baryons, en bleu, la matière noire. Et vous voyez, alors il y en a 2 courbes, il y a une petite courbe fine avec plus de résolution spatiale, mais ça donne la même chose. Le tout, c'est que vous avez plus de petits rayons, parce que vous avez plus de résolution. Mais on voit qu'on est beaucoup plus rond lorsque on a des baryons. Alors ici, vous avez le résumé de ces rapports d'axes, C sur A et B sur A. Le prolate est ici, la sphère, c'est tous les axes égaux, les rapports à 1. Le oblate, c'est ici. Et les simulations numériques avec matière noire seulement, c'est les vertes. Donc on était dans le cas prolat, assez aplati. Et puis avec les baryons, c'est le bleu et le jaune. Donc on a quelque chose qui va se diriger vers la sphère, plus rond, mais plutôt du côté crêpe, disons. Et on va le comparer
à deux estimations du halo, de la forme du halo de notre Voie lactée, qui est ici. On va voir pourquoi il y en a un qui marche bien et l'autre un peu moins. Il y a aussi une autre grandeur. Est-ce qu'il y a alignement entre les baryons et le halo noir? On pourrait dire qu'à chaque fois qu'on a une fusion, on va avoir des fluctuations, des gauchissements du plan ou bien même des décentrements. Ici, on voit une galaxie qui est très décentrée et il y a un petit peu de mouvement. Et en effet, on voit que le twist, en fait, l'angle entre les axes de symétrie de la matière noire et celle des baryons, eh bien, au début, en fonction de l'âge, ici, au début, c'est assez grand, 40 degrés, et ensuite, ça tend vers 0 avec l'âge du halo, du bulbe, etc. En fait, lorsqu'on accrète quelque chose, le moment angulaire est une direction différente, donc il va y avoir une phase transitoire où on va égaler les deux moments angulaires et on change le moment angulaire de tous les halos tous les 7 milliards d'années. Alors, comment on peut avoir la forme du halo de notre propre galaxie? Par exemple, avec la naine du Sagittaire, qui est un petit satellite qui est accrété par la Voie lactée. Il est plutôt dans une orbite polaire. On a ici l'angle longitude et latitude. On voit qu'il y a un bras trailing et un bras leading, c'est-à-dire un bras devant et un bras derrière, si vous voulez. On a la vitesse, la distance. Et vous voyez que les points de mesure et le modèle marchent bien. Ici, dans le plan XY, on a l'orbite de la galaxie. Elle est assez loin, puisque ici, vous avez le centre de la galaxie, le point, et le Soleil est là. Donc, c'est quand même une orbite qui est assez loin. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore fusionnée complètement. On a retracé l'orbite de moins 8 milliards d'années à aujourd'hui. Les couleurs, c'est le temps. Au début, c'est orange, vert, etc. Et on a plusieurs passages. Et après tous ces calculs, on a déduit que le puits de potentiel était oblate, mais oblate perpendiculaire à la Voie lactée. Ici, on a la Voie lactée vue par la tranche. Et on a quelque chose de surprenant. C'est que c'est comme une crêpe, mais perpendiculaire. Ça, c'est un peu bizarre. Ou soit alors, il y a le potentiel des nuages Magellan qui rentre en compte, et que les nuages Magellan ont une trajectoire polaire aussi. Donc, on ne sait pas très bien. Il y a aussi des amas globulaires qui donnent des bras de marée. Vous voyez, un amas globulaire PAL 5 qui a un courant de marée. Alors, on peut distinguer les étoiles parce qu'il y a des étoiles variables comme les RR Lyrae qui vous donnent la distance et on la distingue très bien des étoiles de la Voie lactée, par exemple. Donc, c'est très bien distingué. Et puis aujourd'hui, il y a Gaïa avec des milliards d'étoiles qui nous donnent par astrométrie les distances et aussi les mouvements propres. Et donc, on voit ici, par exemple, un courant de marée, il y en a un grand nombre, qu'on appelle l'orphelin parce qu'on n'a pas trouvé l'amas globulaire qui était le parent, mais peut-être qu'on l'a trouvé en fait. Ici, on a un courant de marée qui fait presque 100 degrés, donc c'est énorme. Et ce dont on s'est aperçu en regardant les vitesses des mouvements propres dus à Gaïa, c'est que la vitesse est plutôt perpendiculaire au courant de marée, ce qui est surprenant et qui peut être dû à des perturbateurs. S'il y a des perturbateurs massifs, ici il y en a pas mal, il y a des amas globulaires. On pense que le parent, c'est peut-être celui-là, parce qu'il est toujours situé sur le courant de marée. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. On a, avec Gaïa, obtenu énormément de renseignements, mais on s'est aperçu que la galaxie n'avait pas un puits de potentiel stable, qu'ils étaient tout à fait dynamiques, en mouvement, et finalement, les idées simples qu'on avait au départ sont compliquées, donc on n'a pas un résultat très, très clair. Alors, on peut regarder un petit peu à une échelle supérieure les amas de galaxies. Est-ce que la distribution de densité en fonction du rayon, elle est universelle, un peu comme le Navarro-Franken-White? Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. On a les lentilles gravitationnelles qui nous donnent la masse. Ici, vous avez un amas Abel avec un arc gravitationnel qui est la déformation d'une galaxie de fond qui, les rayons lumineux sont perturbés par la masse de l'amas, donc on en déduit la masse. On a aussi du gaz X très chaud à 100 millions de degrés, et donc l'équilibre de ce gaz nous donne aussi la masse, c'est de même que la vitesse des galaxies nous donne la masse par le vériel. Donc avec ces trois méthodes qui convergent, on peut en déduire, en fonction du rayon, la densité. Alors ce que vous voyez ici à 2 dimensions qui est donnée par les lentilles, eh bien, on dirait que la matière noire qui est en bleu domine les baryons en rouge, et c'est parce que vous avez tout le cylindre. En fait, pour la lentille gravitationnelle, vous avez la masse qui est sur le cylindre, en fait, sur la ligne de visée. Si vous avez quelque chose à 3 dimensions,
donc les vitesses des galaxies, à ce moment-là, on voit bien que la matière ordinaire, les baryons, domine la matière noire au centre. Et on en déduit que le coefficient, ici, le fameux bêta, là, qui est le cuspide, eh bien, il est assez faible. C'est-à-dire qu'on a un bêta inférieur à 0,7 et non pas 1 ou 1,5, comme prédit par les simulations de matière noire. Alors ça, c'est encore un problème pour le modèle standard, puisque dans les galaxies, on se dit, bien, on peut aplatir le cuspide en cœur avec les supernovae, avec le feedback des supernovae, avec le feedback des AGN, etc. Mais le cœur, il fait 1 kPa dans les galaxies. Ici, le cœur dans les amas de galaxies fait 20 kPa, donc ça va être plus difficile d'aplatir le cuspide. Donc ici, vous avez un grand nombre de ces calculs là, de densité en fonction du rayon pour plusieurs amas. Vous voyez que c'est toujours le même résultat. La matière noire en bleu, elle est très aplatie, beaucoup plus aplatie même que les baryons, la densité de baryons. Et on a quelque chose qui est un cœur, alors qu'on prédit dans les simulations numériques une cuspide. Alors, quelle est la solution? Soit il faudrait qu'il y ait un très énorme feedback, peut-être dû à ce cooling flow, du gaz qui se refroidit à partir du gaz chaud, ou alors une matière noire un peu différente, par exemple une matière noire chaude, tiède. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a un feedback possible? Oui, on en a parlé ici déjà dans ce cours. Par exemple, dans les amas de galaxies comme l'amas de Persée, on a ici le gaz chaud qui est vu par Chandra dans rayons X, et on sait que l'AGN qui est au centre de la galaxie de Persée, elle crée des cavités en poussant un G radio, et en effet donne beaucoup d'énergie à la matière noire, entre autres, mais à la matière baryonique que l'on voit ici. Quand on regarde un filtre passe haut, on voit toutes les rides qui sont les ondes sonores qui donnent beaucoup d'énergie. Et on a aussi ce calcul de l'entropie. L'entropie, c'est une température sur la densité à la puissance 2 tiers que l'on a mis en fonction du rayon. Et on voit que si on n'avait que la gravité, c'est-à-dire une équation de viriel, on aurait une loi de puissance indépendante d'échelle. Par contre, on a des processus non gravitationnels, on a des trous noirs, des étoiles qui donnent beaucoup d'énergie, qui chauffent, des feedbacks, des G radio et tout, des plasmas. Alors, tous ces phénomènes non gravitationnels, toute l'énergie va s'accumuler au centre, et par là, on peut savoir quels sont tous les phénomènes de feedback qui ont eu lieu. En effet, on voit qu'il est possible peut-être qu'on ait beaucoup de chauffage qui permettent de transformer le cuspide en cœur. Donc, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les groupes? On a vu les galaxies, les amas. Alors, les groupes, c'est entre les deux. On a utilisé aussi les lentilles gravitationnelles. Alors, lorsqu'il y a un groupe, vous avez au centre une grosse galaxie elliptique qui peut servir de lentille, surtout si vous avez une galaxie lointaine qui est bien alignée sur la ligne de visée, entre l'observateur, la galaxie elliptique et la galaxie de fond. Et en effet, on a presque un anneau d'Einstein, on a des arcs. Ici, ce sont les images obtenues avec le HST, et ici, c'est le modèle. Vous voyez que le modèle représente bien les images, on a la ligne critique. Et donc, avec ça, on a la masse et la loi de densité en fonction du rayon. Et on s'aperçoit que le fameux coefficient bêta de la pente du cuspide, cette fois-ci, il est assez fort, il est 1,3 en moyenne sur tous ces groupes. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas homogène, c'est-à-dire que dans les galaxies, vous avez un cœur très plat, dans les amas aussi, et puis au milieu, on a les groupes qui ont une cuspide. Donc, ça, il faut comprendre ça. Alors, ici, on a l'exposant gamma avec les baryons, alors que les baryons sont encore plus forts, c'est 2, et on en déduit que c'est 1,3 avec la matière noire. Et vous voyez un petit peu l'efficacité de formation d'étoiles pour les galaxies, les groupes, les amas, etc. Donc il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, je vais terminer par la connexion entre les halos et les galaxies. Donc en fait, le but ici, c'est une fois qu'on a fait une simulation de matière noire, on aimerait connecter les deux pour pouvoir relier l'invisible qu'on ne voit pas au visible et tester nos théories. C'est la matière noire et puis les galaxies qu'on forme là-dessus. Donc on a un certain biais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la matière va se comporter exactement comme la matière noire, ce n'est pas proportionnel du tout. C'est-à-dire que les galaxies vont se précipiter dans les endroits les plus denses. On a un biais. Plus c'est dense, plus on aura de galaxies, comme vous voyez ici. Donc c'est ça qu'on aimerait savoir. Alors il y a plusieurs méthodes. La méthode sémianalytique, on va parler aussi de la méthode
de distribution des halos. Dans les halos, on a des galaxies centrales et puis on a des satellites. Donc ça, on aimerait connaître l'occupation de ces halos. Et puis, on a ce qu'on appelle le matching d'abondance. De quoi il s'agit? En fait, vous avez des amas de galaxies, des galaxies elliptiques, des galaxies spirales, des galaxies naines. On a toute une gamme en densité. On a une fonction de masse. On sait le nombre de galaxies, le nombre d'amas de galaxies de toute la masse. Et on va faire une correspondance, on va faire un match, en quelque sorte, avec les halos que l'on trouve dans les simulations numériques. On a des halos de masse 10 puissance 15. On va le faire correspondre à la masse d'objets visibles. C'est ce qu'on appelle ça le match entre les halos noirs et les galaxies visibles. Alors ce qu'on voit, c'est cette courbe. Alors cette courbe, c'est la masse d'étoiles sur la masse du halo noir, en fonction de la masse du halo noir. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on a un maximum de rapport entre étoiles et matière noire pour une masse de 10 puissance 12, c'est-à-dire la Voie lactée en gros. 10 puissance 12 de halo noir, ça veut dire 10 puissance 10 d'étoiles, 2 ou 3 10 puissance 10 d'étoiles. Et ce qui est remarquable ici, ce que vous voyez là, le facteur maximum, c'est 4%. Or, l'abondance des baryons de façon universelle, c'est 17%. On a 17% de matière ordinaire pour la matière noire totale. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'au maximum, on n'a pas plus que 20% de baryons dans les galaxies. Et encore moins ici, évidemment. Ici, on a dans les galaxies naines, on pourrait avoir des galaxies complètement noires, c'est-à-dire sans baryons du tout. Donc, mais au maximum, comme la Voie lactée, on a 20% seulement des baryons. Tous les autres baryons sont en dehors des galaxies. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre. Alors, on peut aussi savoir lesquels. Par exemple, ici, ceux qui ont une plus forte concentration pour une masse donnée, en rouge, vous voyez que les concentrés, ils sont dans les filaments de matière noire, dans les vides, il n'y en a pas. Et ceux qui sont les moins concentrés, eh bien, ils sont dans les vides, un petit peu. Donc, vous voyez que les distributions de galaxies, ça n'est pas un pour un avec la diffusion de matière noire. C'est ça la difficulté pour essayer de déduire ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'invisible, à partir de ce qui est visible. Ici, on a par exemple ceux qui sont vieux, c'est-à-dire les 5% qui se sont formés à un redshift les plus hauts. Les jeunes, ce sont les 25% avec redshift les plus bas. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même comportement. De même que pour le moment angulaire, etc. On peut distribuer en moment angulaire les plus hauts et les plus bas. Ce ne sera pas du tout la même correspondance entre masse invisible et masse visible. Ici, de même, on a un rapport entre masse d'étoiles et masse de halo. Ça croît énormément et puis ensuite ça croît beaucoup moins. De même pour sigma. Bon, je vais passer un peu rapidement puisque je n'ai plus beaucoup de temps. Mais pour le nombre de galaxies satellites aussi, on sait que plus une galaxie est massive, plus elle a de chances d'être centrale et non pas satellite. Donc ça, c'est la proportion pour une galaxie de masse donnée d'être satellite ou centrale. Ici, c'est le nombre de satellites que vous avez autour d'une galaxie centrale donnée. Donc tout ça est connu en comparant les simulations de matière noire et puis en regardant la correspondance avec les matières visibles. Et ici, vous comparez un petit peu le scatter, c'est-à-dire la dispersion qu'il y a entre les masses, le rapport entre la masse d'étoiles et le rapport de masse invisible, en fonction des théories. Alors, par exemple, vous avez en solide les théories semi-analytiques qui ont l'air d'être très élevées par rapport aux simulations numériques que vous avez là, les petits points, les petits symboles, et puis certaines théories empiriques qui sont assez fidèles par rapport aux simulations numériques. Alors, tout ça est important. Et puis aussi, par exemple, l'efficacité de formation d'étoiles, qui est ici en couleur. Le jaune, c'est le plus efficace. Et on voit que ce sont les galaxies, justement, de masse de halo 10 puissance 12, donc des galaxies comme la Voie lactée, qui sont le plus efficaces à transformer les baryons en étoiles. C'est pour ça que vous avez le pic de la courbe de l'abundance matching qui se place là. Et enfin, l'influence de l'environnement, ça c'est très important aussi. On sait que l'environnement, lorsque vous êtes dans un amas de galaxies, vous allez avoir suppression de la formation d'étoiles, vous allez avoir beaucoup de galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles. Alors si on appelle delta la densité de l'environnement, le nombre de galaxies par mégaparsec cube, vous avez pour toutes les galaxies la fraction de galaxies où la formation d'étoiles est stoppée ou quenchée, comme on dit en anglais, eh bien elle croît avec cette densité. Ici, tous ces symboles, c'est la masse du halo.
Ici, c'est pour des centrales, des satellites, et ça marche très très bien. La théorie est à peu près la courbe et les observations, les symboles. Donc en résumé, on a appris quand même pas mal de choses avec ces simulations numériques et les comparaisons avec les observations. On sait que la matière noire forme les halos très tôt, et forme le lit des galaxies, les baryons qui vont tomber dans ces lits exactement. On sait que le composant va croître très vite au départ et de façon plus lente, qu'il y a toute une gamme de masses qui, pour la théorie standard, va aller jusqu'à la masse terrestre, donc qui va peut-être faciliter ou non la détection par des gammas de façon indirecte. Et puis, on sait que lorsque les baryons tombent dans les puits de matière noire, à ce moment-là, on a une contraction adiabatique et on change la forme à 3 dimensions qui était peut-être prolète et qui va devenir oblate et plus ronde. Et finalement, on commence à comprendre, à faire correspondre les halos de matière noire et les galaxies avec cette abundance matching. Mais on a quand même un grand nombre de problèmes, à savoir moins de 20% des baryons sont dans les galaxies, donc il nous faut des théories de feedback qui va repousser les baryons qui sont tombés dans les matières noires en dehors des galaxies, et donc on va essayer de comprendre tout cela. Donc je vous remercie.